Savez-vous comment est-ce qu'on fait quand on veut se reconstruire après avoir passé près de 10 ans en prison? C'est exactement ce qu'on va explorer dans ce nouvel épisode de Gatémérie avec mon invité Jean-Michel Correa. Jean-Michel a toujours eu ce que son père appelait le sirop de la rue. Quand il était plus jeune, il aimait sortir avec ses copains pour aller dans la cité, etc. Et de fil en aiguille, il tombe dans la petite délinquance et monte en grade de plus en plus jusqu'à braquer une bijouterie, puis une banque. À l'âge de 20 ans, il vit sa première expérience carcérale, puis une autre, et passe plus d'une décennie en prison. Mais parallèlement, Jean-Michel passe son bac et la littérature va le sauver. À sa sortie de prison, sa rencontre avec le réalisateur Jean-François Richer va changer son destin. Il est embarqué dans le tournage de Mesrine, puis celui du Prophète de Jacques Audiard, jusqu'à monter les marches du Festival de Cannes. Jean-Michel a écrit un livre, En marge, aux éditions Grasset, que je n'ai malheureusement pas eu le temps de finir pendant l'enregistrement, mais j'ai une conversation très passionnante avec un homme généreux et sensible, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean-Michel Correa. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Anger. Je suis super contente de te recevoir ici sur Gatémérie. Je suis également très ravi d'être présent. Et merci d'avoir fait le trajet, ma foi. Donc, tu habites à Marseille. Et oui, je suis hyper contente et honorée. Mais c'est moi qui suis flatté, franchement. Merci. Jean-Michel, tu as écrit un livre récemment qui s'appelle En marge et qui a été publié chez Grasset. On va parler de ce livre notamment. Dans le livre, tu dis que ton père te disait que tu avais le sirop de la rue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est vrai, c'est une expression qu'il a employée très tôt à mon égard. Et très tôt, c'est à quel âge? Dès que j'ai commencé un petit peu à exprimer cet attrait pour les rues qui entouraient mon domicile, tu vois. Et c'est vrai que je pense, vers les 8-9 ans, quoi. Enfin, quelque chose que j'ai entendu, assez tôt. Et c'est vrai que mon père, me disait souvent, t'as le sirop de la rue. Et pour lui, ça voulait dire que je préférais être dehors qu'à la maison. Quelque chose qu'il comprenait difficilement. Et toi, qu'est-ce que t'aimais dans la rue? Qu'est-ce qui te faisait, quand il te disait ça, déjà, comment tu le prenais? Il y a eu plusieurs époques, hein. C'est vrai que quand j'étais jeune, je comprenais pas vraiment. Enfin, tu vois, après, quand j'étais adolescent, je m'en fichais éperdument. Donc, ça m'a jamais vraiment impacté. Mais ce que j'ai trouvé marrant dans le fait de l'écrire dans le bouquin, c'est cette expression un petit peu désuète, quoi. Et j'essaye même à un moment, je la transforme un petit peu en parlant, en disant que j'avais le sirop de la rue, mais que parfois aussi, en ce qui concernait la nuit, c'était même plus du sirop, c'était de la liqueur. Tellement j'aimais bien sortir aussi à un moment la nuit. Donc voilà, je l'avais un petit peu adapté et repris cette formule. Qu'est-ce que t'aimais dans la rue? Qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi, Déjà, c'est vrai que mon père était assez strict, hein, tu vois, pour autant, surtout quand j'étais vraiment petit et encore vraiment sous son autorité, c'était pas, je prenais pas la porte comme je voulais, tu vois, il fallait que je demande, les sorties qui étaient quand même encadrées, mais je sais pas, j'aimais bien retrouver déjà surtout mes potes, voilà, tu vois, moi j'ai grandi que avec ma sœur entre guillemets, j'ai envie de dire, tu vois. Et c'est vrai quand j'étais à la maison, l'ambiance elle était un petit peu trop calme pour moi, donc j'aspirais toujours à rejoindre mes potes dehors et dehors effectivement c'était tous les jours c'était une aventure, quoi. C'était un parcours d'aventure comme je l'écris. On commençait comme ça par explorer un petit peu donc la cité et puis par cercle concentrique on s'éloignait de plus en plus du regard des parents, du regard des adultes, jusqu'à avoir de petits endroits secrets. On a une petite cachette qu'on appelait les rochers dans un coin de la cité. Un peu plus tard, ça a été les caves. Enfin voilà, très rapidement en fait, on était dans la rue, mais on était d'un certain côté de la rue après, très vite. Voilà. Ça, on va revenir du coup sur ton enfance et tout, mais avant, moi, j'aimerais bien parler de ton expérience carcérale. Tu t'es incarcéré pour la première fois quand tu as 20 ans. Ça, j'aimerais bien savoir, quand tu as 20 ans, on va parler après de comment t'en es arrivé là, mais à 20 ans, tu arrives en prison, comment tu le vis ça?
Quelles sont tes premières impressions? Ben, les premières impressions, bon, la première nuit, bon déjà voilà, c'est la rencontre avec la prison, elle se passe après une garde à vue, c'est-à-dire un séjour dans les geôles de la police, qui est en général pas très confortable, qui est éprouvant, t'as des interrogatoires, tout ça, donc pendant 48 heures. Donc je suis arrivé une fin d'après-midi, un début de soirée à Fleury-Mérogis. Et puis c'est vrai que sur le moment, je pense pas trop. Je suis épuisé, je suis vidé de toutes ces émotions que je viens de vivre là. Euh, bon, l'arrestation, la douleur des parents, enfin tout ça. Donc et ça d'ailleurs, enfin je t'ai pas posé la question parce que les auditeurs le savent pas, moi je le sais parce que c'est aussi dans le livre. Mais t'as été arrêté pour ben j'étais arrêté pour des braquages. Okay. Voilà. Donc à 20 ans, en fait, je suis arrêté pour notamment 2 braquages de bijouterie que j'avais commis il y a 6-7 mois auparavant. Tu vois, entre-temps, j'avais un petit peu essayé de réorganiser ma vie comme ça, spontanément et personnellement. Mm-hmm. Et puis, bon, ben voilà, il y avait une enquête qui était en cours et donc je suis arrêté donc pour ces faits. Voilà, j'ai 20 ans de moi et donc je découvre Fleury-Mérogis un soir de printemps, puisque c'était au mois de mai, si je ne m'abuse. Et puis je te dis, j'arrive, je m'endors, je suis épuisé, et puis sur les coups de minuit, 1 heure, tout d'un coup, là, je suis réveillé par des insultes comme ça qui fusent des fenêtres au-dessus de moi. Tout ça, au début, je comprends pas vraiment d'où ça vient. J'entends les pires horreurs comme ça s'échanger. Et en fait, c'est les mecs qui sont dans les étages supérieurs. Qui sont là depuis longtemps. Qui sont là depuis longtemps. Voilà, ouais. Nous, quand on arrive, on est ce qu'on appelle à l'étage des arrivants, en général au rez-de-chaussée, 1 semaine, 2 semaines, le temps de voilà, de faire les formalités d'écrou. Et donc voilà, j'entends les gens qui sont déjà là depuis longtemps s'insulter de fenêtre à fenêtre, de bâtiment à bâtiment, tout ça. Et bon, c'est vrai que voilà, j'étais un peu saisi d'effroi. Bon, puis voilà, puis après, somme toute, pour revenir à ta question, ce que j'ai pensé, c'est que j'ai surtout pensé après, voilà, j'y suis, donc il faut que j'assume et que voilà, je fasse en sorte de faire face à ce qui va se présenter à tous les niveaux. Donc, et quand tu disais tout à l'heure justement la déception des parents, etc., comment ça s'est passé ça? Tu vois, quand là c'est une grosse bêtise, tu vois, voilà, là c'est une grosse bêtise. Mais quand on fait des bêtises, quand on est plus jeune, ado, etc., quand on a le regard des parents, on est un peu mal à l'aise. Toi, comment ça s'est passé pour toi? Précisément pour ça ou sur les petites bêtises que j'ai pu faire précédemment, celle-là, parce que du coup celle-là c'est la bêtise extrême, j'ai envie de dire. C'est clair que là, bêtise, c'est même plus une bêtise, tu vois. Là, c'était, enfin, ça impliquait beaucoup de choses. Bon, déjà, mon père, c'était quelqu'un de très honnête, tu vois. Lui, c'est l'école du travail, du savoir. Donc, il voulait faire des études, il a pas pu, du fait de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il a entrepris une carrière au bas de l'échelle. Il était apprenti chez Renault, tourneur-fraiseur. Et bon, toute sa vie, il a essayé de progresser dans son métier. Mais bon, voilà, lui, c'était un travailleur. Et il me répétait souvent, je l'écris d'ailleurs, il me disait pendant la guerre, il me dit, moi, j'ai eu faim, j'ai eu très faim. Il me dit, mais même un morceau de pain, je l'ai pas volé. Il me renvoyait souvent à ça. Donc lui, il a jamais compris, tu vois, mais ma tendance comme ça à transgresser les lois de cette manière-là. Donc oui, ça a été un choc, ça a été bon, il y avait des petits signaux d'alerte avant, bien tu sûr, vois, oui. Mais c'est vrai que là, quand il est venu m'amener des affaires, donc à la fin de la garde à vue, puisque je savais que j'étais incarcéré, donc on s'est croisés vite fait. Bon, et c'est vrai que là, j'ai constaté assez douloureusement la douleur justement que je lui avais causée et tout, mais bon, voilà, c'est l'inconscience de la jeunesse, si j'ose dire. Et toi, ça, comment tu l'expliquerais, tu vois, le fait que justement ton père ait cette tendance, cette valeur du travail, etc. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait bifurquer? Tu le sais, ça? T'arrives à poser des mots dessus ou t'as déjà... Bah, j'y ai réfléchi un petit peu, tu vois. Après, c'est vrai que on était une génération à l'époque. Enfin, on était quelques-uns à dériver, hein. Pas toute notre génération, tu vois. On est vraiment une infime minorité. La majorité des gens qui ont mon âge, qui ont grandi dans le quartier, bon, bah, ils ont eu une vie paisible, ils ont travaillé, tu vois, surtout de cette génération-là. On va dire que c'est même pas un besoin fondamental. C'était plus, effectivement,
bon, on est quand même, on vit dans une société, voilà, où le commerce est quand même un roi, donc c'est la tentation de vouloir accéder à des choses auxquelles effectivement notre statut social ne nous permettait pas d'accéder. Mais au départ, voilà, c'est vraiment parti. Au début, on a commencé, enfin, personnellement, quand j'ai commencé à chaparder un peu dans les booms, tu vois, bon, des trucs pas très, pas très glorieux, voler les blousons, voilà, faire les poches, tout ça, voler des bécanes, voilà, c'était vraiment, j'ai commencé comme ça, tu vois, avec les potes. Je veux pas dire que je me suis laissé entraîner, mais on était dans une auto-émulation, Dans l'engrenage, voilà, tu quoi. vois, dans l'engrenage, et puis voilà, on voulait toujours en prouver un petit peu plus aux autres. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, des petits cambriolages, des petits chapardages, et puis un jour effectivement on avait trouvé un pistolet d'alarme. Ah ouais. Ouais, ouais. Ben voilà, c'est après que j'ai été renvoyé du lycée, j'avais 17 ans, tu vois, et donc du coup je traînais plus dans le quartier, donc on savait tout ce qui se passait, et puis on avait repéré un mec qui venait visiter un gars qui vivait dans le quartier, mais qui traînait pas avec nous. Et on avait remarqué qu'à chaque fois, quand il arrivait, il passait par le local vélo qui est en bas du bâtiment. On avait l'impression qu'il posait quelque chose, il montait voir la personne, et puis quand il redescendait, il repassait dans le local vélo, il partait. Donc on avait repéré ça, et un jour, naturellement, dès qu'il est monté, on a été voir dans le local vélo, et on a trouvé un petit pistolet d'alarme. Et bon, qui était pas dangereux, hein, mais c'était vraiment une réplique, pour le coup, quand même assez, une vraie arme, hein, sauf qu'elle tirait pas des balles. Et puis voilà, avec ça, voilà, on commençait à menacer les gens, et à estimer le poids justement d'une arme dans les mains, tout ça. Et puis voilà, après avec un pote pareil, je sais pas comment ça nous est venu. On a attaqué une ou deux petites épiceries dans le quartier, voilà. Et puis après voilà, de fil en aiguille, on prend un petit peu d'expérience, on s'enhardit. Je trouvais ça, c'est malheureux à dire, mais je trouvais ça assez facile en fait, le braquage. Je trouvais même, si je voulais un petit peu plaisanter avec ça, je disais que ça correspondait à mon tempérament, tu vois, qui était plutôt moyen à faire et mieux je me porte, tu vois. Donc voilà, je suis parti dans ce truc-là comme ça, quoi, sans vraiment mesurer. Au début, c'était un peu comme un jeu, on voulait se prouver des choses. Voilà, après les gens ils parlent un peu de toi, on a une petite réputation dans le quartier, donc on se nourrit de ça. Voilà. Et puis bon ben voilà, après un ancien du quartier est sorti de prison, voilà, lui il avait déjà plus d'expérience que nous, et puis bon, on s'est dit voilà, les épiceries, il y a pas d'argent, donc Ça non plus haut, quoi. voilà, on a gravi un petit échelon en s'attaquant à des bijouteries. Voilà, mais je le dis vraiment, tu vois, c'est pas du tout, je veux pas du tout encenser cette période de ma vie, mais bon. Non, mais c'est hyper intéressant, justement. Je te pose des questions. J'en suis passé par là, quoi. C'est pour comprendre. Ouais, voilà, justement, c'est pour ça que... Parce que souvent, tu vois, on se dit, moi, c'est plutôt, même après, parce que tu passes un temps en prison, tu sors, tu récidives. Tu vois, moi, je suis la première, quand je vois les gens, je me dis, mais ils sont bêtes ou quoi? Pourquoi? Ouais, tout le monde se le dit, hein. Pourquoi ils retombent? Mais je pense qu'il y a des raisons, tu vois, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Moi, je voulais aussi t'avoir sur ce podcast pour comprendre, parce que, il y a forcément des motivations, quoi. Ouais, ou pas. Enfin, je veux dire, c'est... Après, est-ce que c'est pas la motivation, justement, comme tu disais, comme chez toi, tu t'ennuyais, c'était un peu calme. Est-ce que tu avais aussi peut-être un besoin de reconnaissance? Ouais, dans un premier temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont joué, tu vois, effectivement, c'est bon. Voilà, je sais pas, je te dis, voilà, on était une petite bande dans le quartier, on a commencé à sortir, voilà, et puis après, il y a une partie d'entre nous qui avons décidé de nous investir plus dans voilà, dans une petite délinquance au début, c'est voilà, de la rapine, je te dis, chapardé, à gauche à droite. Voilà. Bon, après, quand j'ai attaqué les bijouteries, là, on avait quand même un peu plus la conscience de gagner de l'argent, hein, tu vois, c'était déjà un peu plus organisé. Voilà, on était un peu constitué. Il y avait une organisation, on volait les voitures, on faisait des repérages, après il fallait écouler un peu la marchandise, tout ça et tout, donc c'était autre chose. Et puis donc j'ai fait 3 ans pour ces premiers délits. Et d'ailleurs, j'allais te demander ça parce que quand du coup tu passes 3 ans et c'est là aussi tu te reconnectes avec tes études et tu passes ton bac en prison. Ouais, c'est vrai.
Et ça, tu vois, non, mais ouais, non, mais des fois, je t'oublie parce que c'est vrai que ça fait non, un mais peu... c'est vrai, mais tu vois, je me dis, c'est là où je trouve la complexité Mmh. de ta personne Bien sûr. aussi. Comment ça t'arrive? À quel moment tu te dis, je reconnecte avec les études? Comment tu passes ton bac en prison? Comment ça se passe, en fait? Moi, je savais pas Mmh. qu'on pouvait passer son bac en prison. Enfin, Ah, si. Ben, c'est vrai que, voilà, pour en revenir pareil un petit peu à ce que je te disais au début, bon, une fois que je suis en prison, je me dis, j'y suis, bon, il faut que j'assume, et puis, il faut que, effectivement, le temps que je veux passer là, utile. il me soit utile, voilà. Mmh. Donc, déjà, il fallait rester en forme, donc j'ai toujours été un peu sportif, un peu tir au flanc, mais bon, là, pour le coup, je me suis mis à la course que j'aimais pas trop avant. J'ai commencé à courir, bon, faire du sport, un peu de boxe, tout ça. Ça, c'était pour la partie physique qui est nécessaire aussi. Et pour se défendre, non? Enfin, je sais pas, non, même pas. Non, c'est pas pour se défendre. C'est ce qu'on pense en prison que les gens se battent et tout. Peut-être c'est pas vrai. Bon, il y Hein. a de la violence et tout, mais bon, c'est à la base l'activité sportive, c'est un défouloir quand même, tu vois, quand t'es enfermé quasiment 20, 21 heures sur 24, tu vois, parce qu'à l'époque à Fleury, on avait quand même 2 promenades par jour assez conséquentes. Mais bon, il reste quand même 20, 21 heures à passer en cellule, donc voilà, il faut se défouler un peu, donc le sport c'est nécessaire pour ça. Et puis c'est vrai que voilà, je me suis dit bon ben en prison voilà, il faut utiliser le temps. Un ancien du quartier, enfin d'un quartier voisin qui était là depuis quelque temps, m'a dit tiens, tu devrais reprendre tes études. Il m'a dit c'est toujours intéressant voilà de comprendre le monde dans lequel on vit, d'avoir les armes peut-être après pas forcément en termes de réinsertion toi, mais déjà pour soi. Pour soi voilà, s'armer intellectuellement. Donc de là voilà à l'époque à Fleury-Mérogis, il y avait un espèce de processus qui était mis en place, qui était un petit peu pilote à l'époque, tu vois, c'est qu'à Fleury-Mérogis, ils avaient le statut de lycée. D'accord. Tu vois, donc il y avait des profs qui étaient détachés par l'éducation nationale qui venaient donner des cours. Au bâtiment des deux où j'étais, il y avait toute une aile qui était quasiment consacrée à ça, avec des salles de cours, une petite bibliothèque. Ouais, non, franchement, c'était... il y avait bon, c'était une dame, une très vieille dame à l'époque qui s'appelait Madame Fagret, que je cite dans le livre parce que vraiment elle le mérite, qui avait fait, je crois, une belle carrière de fonctionnaire et puis qui avait décidé comme ça de s'investir auprès des détenus. Donc elle avait vraiment lutté pour qu'on ait vraiment des bons moyens d'œuvrer. Donc voilà, j'ai suivi les cours de terminale. Après, j'ai pas passé le bac, mais un examen équivalent qui s'appelait à l'époque l'ESS, examen spécial d'entrée à l'université. Voilà, je l'ai eu. Et puis après, du coup, je me suis inscrit par correspondance. J'ai commencé à préparer un doc d'histoire. Voilà, donc je suivais des cours de Paris 10 Nanterre, je pense que j'ai mal vu. Donc ouais, c'est vrai que ça me semblait sur cette peine-là. Bon, j'étais jeune, j'étais plein d'ambition, plein d'espoir. Plein d'illusions peut-être encore, donc voilà, ça me paraissait important. Donc j'avais même acheté une machine à écrire pour envoyer mes cours et tout. Ouais. Et sachant qu'en plus la lecture c'est quelque chose aussi à laquelle t'étais déjà familier avec ton père. Ouais, voilà, c'est vrai que bon, enfin même à l'école, j'étais pas trop mauvais, j'étais un feignant, mais dans les petites classes, ça va, j'avais certaines facilités. Bon, après quand je suis arrivé au lycée, bon, ça demandait trop de travail, comme je voulais pas en fournir, il y avait rien à faire. Et c'est vrai qu'après, c'était presque bizarre de se retrouver en prison et de se remettre à étudier alors que les conditions, voilà, pour le coup, voilà, étaient pas idéales. Mais bon, j'ai pris ça, voilà, que dans l'adversité, en fait, on se découvre quand même peut-être des ressources qu'on ignorait. Donc j'ai essayé voilà de mener ces études à bien. Bon, j'ai pas été jusqu'au bout parce que j'étais libéré avant la seconde année du DOG. J'ai même rencontré à l'époque, et ça c'était quand même un truc super intéressant, via Madame Fagret, il y avait des étudiants de Polytechnique qui venaient me rencontrer, qui venaient me soutenir dans les domaines où je pouvais avoir besoin et tout. Donc ouais, c'était cette première peine, on va dire, elle était assez studieuse finalement. Ouais. Et quand je suis sorti, c'est vrai qu'à un moment, j'ai pu caresser l'espoir de reprendre mes études et tout. Et puis bon, très vite, voilà, la vie a repris ses droits. Quelle différence tu fais entre le Jean-Michel de 20 ans qui rentre de prison et celui de 23 ans qui en sort? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement?
c'est important justement de savoir comment on sent quand on est libéré. Et j'ai envie de te dire qu'à cette époque-là, entre mes 20 ans, mes 23 ans, il y a pas forcément grand changement en moi, je crois. Bon, je suis plus aguerri, j'ai pris un peu de maturité, bon, parce que j'étais confronté quand même à des trucs un peu durs. Mais psychologiquement, je suis un peu dans la même veine, c'est-à-dire du mec qui flotte un peu, tu vois. C'est-à-dire autant avant, voilà, j'ai flotté, dérivé jusqu'à commettre ces trucs. Et quand je sors, je flotte encore, tu vois. C'est-à-dire que bon, travailler pourquoi pas, mais il faut que ça soit bien payé, que ça soit pas trop chiant. Bon, reprendre mes études, je te dis à un moment j'y ai pensé, mais bon, ça a été quand même très furtif. Donc j'étais quand même assez voilà, j'étais pas très sûr de ce que j'allais faire et puis très vite bon là pour le coup, voilà, moi j'avais un ami, un de mes complices qui était sorti un petit peu avant moi. Bon ben voilà, lui qui s'était encore moins posé de questions, donc il a gagné un petit peu d'argent, donc quand je sors, voilà, ils m'ont fait profiter et puis comme ça assez vite, je suis reparti dans l'argent facile, voilà, assez vite. Et t'avais une certaine revanche? Parce que je sais pas, je me pose la question, quand on est enfermé pendant ce laps de temps, est-ce que tu ressors avec une haine, un seum ou Ouais, pas? bien sûr, ouais, bah, bien sûr. Bien sûr. Mais je veux dire qu'il était encore mesuré, tu vois, je pense, hein, entre ces deux peines-là, j'avais conservé quand même une certaine fraîcheur, tu vois. Bon, après, je te dis, pendant cette période-là, je reste un an et demi dehors. Je m'investis pas mal dans l'associatif, dans mon quartier, en fait. On monte une association, tout ça. Qui faisait quoi? En 1987, on initie à l'époque le soutien scolaire. On organise des petits séjours. On a été voir les châteaux de la Loire, les falaises d'Étretat. Ouais, c'est parce que du coup, t'as cette part de toi qui est hyper dans le don, dans la transmission, dans le truc, et l'autre part qui est dans les magouilles. Et ça, toi, c'est... Ouais, non, franchement, je m'en arrangeais très bien, tu vois. C'est-à-dire que le constat à ce moment-là que je fais, c'est que bon, c'est vrai que nous on vit, voilà, on se débrouille. Et après il y a la nouvelle génération en dessous, pour qui les conditions de vie déjà sont plus difficiles. En plus, la stigmatisation des cités elle a commencé, tout ça et tout. On commence vraiment à y avoir un peu ce clivage social entre le quartier et le reste un peu de la nation, si j'ose dire. Et donc, on se rend compte de ça, et comme voilà, entre les 2-3 de ma génération, les plus jeunes, il y avait une bonne dynamique. Et on se dit, tiens, on va monter une association, loi 1901 à l'époque. Et puis, voilà, on s'est réunis, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Donc, ceux qui étaient un peu plus lettrés, on commençait à faire du soutien scolaire, et on a fait un peu de théâtre, initiation à l'échec. Et puis surtout, c'était sortir du quartier, tu vois, faire à plusieurs ce qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Donc, on a fait quelques petits voyages, Château de la Loire, Étretat, on avait des petits budgets. On a organisé aussi des vacances l'été. Enfin voilà, j'aimais bien. Hein, j'ai cette fibre, hein, franchement. Non, mais ça qui est intéressant, c'est que tu avais la fibre et à côté, du coup, mais ces jeunes-là savaient pas ce que tu faisais. Non, je le revendiquais pas, mais bon, on était tous du même quartier. Déjà, ils savaient que je sortais de prison, donc ils savaient ceci. Mais si tu veux, moi, mon discours, c'était que bon, un adulte fasse ses choix, ok, tu vois, mais que effectivement, que les enfants, qu'un jeune, voilà, ne se sente pas obligé de choisir ce chemin, voilà, alors qu'il y a d'autres choses à faire, toi. Donc, on voulait essayer justement de créer chez les gens un contact avec quelque chose qui allait les motiver. Tu vois, il y en a qui ont découvert le son à cette époque-là, il y en a qui est devenu ingénieur du son. Trop bien. On faisait des petites émissions à la radio. Enfin, c'était vraiment le but, c'était de permettre toujours pareil aux gens de s'enrichir culturellement, intellectuellement, et puis de vivre de bons moments ensemble, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a perduré dans notre quartier, dans la cité pendant longtemps. Je pense même encore aujourd'hui, on ressent quand même les effets de cette génération et tout, qui avait, bon, maintenant, il y a toujours des associations qui sont municipales, tu vois, qui ont d'autres, mais nous, on était quand même les premiers, on était tous bénévoles à l'époque, et on donnait, le meilleur de nous-mêmes pour les plus jeunes, quoi. C'était quand même ça, je pense que c'est quelque chose qui est aussi, même si je sais qu'on parle beaucoup en mal des cités, mais il y a quand même ce souci de transmission, d'améliorer, de solidarité, voilà, de
de résilience, tout ça. Et du coup, après ça, tu récidives quand même. Et là, tu es comme d'une peine plus lourde, de 6 ans. Enfin, j'ai pris plus. Hein, plus? Ah, ça s'est réduit? Ben, c'est-à-dire tu prends toujours un peu plus que tu fais, tu vois, avec les grâces, tout ça et tout, tu vois. C'est vrai. Là, la question que je me pose, c'est pourquoi tu récidives? Tu vois, en plus, là, ce que tu me racontes, tu vois, je ne savais même pas. Donc, ma question est encore plus légitime. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ouais, ben après, on peut dire aussi peut-être, je sais pas, bipolarité ou schizophrénie, mais voilà, depuis que j'étais sorti, donc on prenait des petits pieds à gauche, à droite. C'est vrai que j'avais pas rebraqué parce que je savais qu'en tant que récidiviste, ça risquait d'être tout de suite un peu plus dangereux. Et puis pareil, on rencontre, des gens, une personne qu'on avait connue en prison, on se reconnecte avec elle, et puis là, voilà, on décide de franchir encore un cap supérieur et de se dire là maintenant on va faire les choses sérieusement et on va essayer de faire notre vie en dévalisant des banques. Donc c'était le projet. Sacré projet, ça c'est dans les films. ouais, même pas, t'as vu en fait, hein, ça se fait beaucoup plus facilement qu'on peut le croire. Et puis mais malheureusement, en tout cas, on n'a pas été bien loin. Et donc voilà, nouvelle réincarcération. Et là c'est, je veux pas dire plus dur. Bon, ça a été plus long. Quelle saveur elle avait? Ouais, ce que j'avais demandé. Quelle saveur elle avait cette nouvelle? Par contre, quand la récidive, c'est douloureux. Enfin, toi, pour dire, quand je me suis retrouvé la première nuit de ma nouvelle peine, c'est vrai que là, voilà, ce que tu disais tout à l'heure, mais je m'insultais de tous les noms. Mais t'es vraiment un teubé. Je dis, t'es vraiment un imbécile. Comment t'as pu faire ça? Parce qu'en plus, je savais que. Et donc, voilà, voilà. Mais une fois ce choc thermique passé, toujours pareil, il faut assumer. Donc, on s'est inscrit, voilà, dans cette peine. En plus, j'ai fait pas mal de prison parce qu'on avait des histoires en province, parce que après en province on avait des histoires de sécurité ou de discipline, donc qui nous ramenaient sur Paris. Donc t'as fait plusieurs prisons? J'ai fait plusieurs prisons. Ouais, j'ai été réincarcéré à Bois d'Arcy. Après je suis parti à Besançon. Après j'étais à Dijon. Après je suis revenu à Fresnes. Après j'étais à la Santé. Et après je suis reparti à Fleury. Et c'est quoi ton pire souvenir de prison? Je crois que c'est vraiment le pire, c'est cette la réincarcération, quoi. Cette première nuit de la deuxième peine, franchement, là c'est horrible parce que la première fois tu sais pas à quoi t'attendre. Oui. Bon, la deuxième fois tu sais par où tu vas passer, tu vois, et c'est vrai que c'était ça franchement qui est le plus douloureux, tu vois. Après il y a eu d'autres moments, j'ai fait du mitard. Le mitard, c'est ce qu'on appelle c'est la prison de la prison, en fait. C'est-à-dire que quand t'es en détention normale, t'es dans ta cellule, tout ça et tout, maintenant t'as le droit à la télé, à l'époque, il y avait pas, mais enfin t'as un petit confort, tu vois, maintenant même dans les cellules, il y a même des cellules où il y a les douches, etc. À l'époque, donc on avait une cellule normale, avec des matelas, avec ce qu'on appelle des cantines, c'est-à-dire des provisions pour manger, etc., etc. Mais si tu te conduis mal en détention, tu peux être condamné à ce qu'on appelle le mitard, c'est-à-dire le quartier disciplinaire. Et là, donc, c'est dans une petite aile comme genre dans Prison Break et tout, là? Ouais, c'est un peu ça, c'est un petit cachot, là, t'as quasiment t'as pas de matelas la journée, c'est du béton, tu vois, un bas-flanc en béton, une petite table en béton, il y a quasiment pas de lumière, il y a pas de télé, il y a pas de radio, t'as pas de cantine, t'as juste ton courrier et tes cigarettes si tu fumes. Et ça, t'avais fait quoi? Ça, en général, c'est quand tu manques de respect à un surveillant ou tu as une embrouille avec un autre détenu. Voilà, il y a plusieurs. Bon, là, en l'occurrence, j'y ai été plusieurs fois, mais j'ai fait des séjours de 8 jours, de 10 jours, un peu pour des insubordinations, parce que en prison, t'es quand même obligé un peu parfois de te faire respecter ou de militer ou de lutter pour tes règles. Ouais. Et après, quand j'étais à Dijon, là, j'ai fait 40 jours. Bon, de toute façon, à Dijon, j'étais pas bien. Surtout que je venais de retomber, donc
J'étais pas à prendre avec des pincettes. Et ma mère, bon, qui venait quand même malgré tout de la région parisienne me voir. Bon, mon père lui venait plus. Oui, ce que j'allais te demander, tes Voilà. parents. Mes parents, ils sont venus là. Bon, ils sont venus sur ma première peine. Après, bon, j'espaçais des visites, tu vois. Je voulais pas non plus pas forcément des trucs à leur raconter toutes les semaines, donc j'essayais un peu de les préserver, mais bon, sur la seconde peine, c'est vrai que mon père, là, il a craqué. Bon, par contre, ma mère, tu vois, bon, fidèle au poste, je vais pas en rajouter sur le dévouement d'une mère hein, pour ses enfants, mais bon, qu'elle prenait le train, elle venait, et un jour, je la vois au parloir, donc, et quand elle venait, c'était une demi-heure de visite. D'accord. Donc en général, j'essayais de solliciter un parloir prolongé, toi, d'avoir au moins une demi-heure en plus. Et là, il me l'avait refusé. Donc, bon, ça m'avait un peu contrarié. Et j'arrive et je vois ma mère, je vois qu'elle est pas bien. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Elle dit, non, ça va, non, non, non. Et non, je vois qu'il y a quelque chose qui va pas et tout. Et en fait, elle me dit que donc elle est arrivée. Mon père, il l'avait déposée à la gare. Et elle après, elle prenait le train, tu vois. Elle a payé son billet et elle s'est fait arracher son sac à main, tu vois, par un mec dans la gare et tout, tu vois. Mais bon, comme elle avait son billet, elle est venue quand même, tu vois. Alors que bon, il l'avait un peu bousculé, tout ça, mais bon, elle est venue quand même. Elle me raconte ça. Bon, je te dis pas dans quel état tu peux être, tu vois, quand t'es dans un parloir de prison et que t'apprends ça. Et puis bon, du coup, je suis sorti du parloir, voilà. J'étais déjà un peu remonté. Et je le raconte dans le livre. Bon, j'étais en promenade. Je me suis un peu défoulé sur un mec qui était là justement pour avoir tapé son nourrisson. Et puis du coup, voilà, j'ai été convoqué par le chef de détention. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire et voilà. Je me suis retrouvé pour 40 jours au mitard. Mais bon, voilà, après ça se fait, tu vois, c'est comme tout, c'est une question d'esprit, d'état d'esprit. Mais le plus dur, voilà, le moment le plus douloureux, c'était vraiment voilà quand je me suis retrouvé de nouveau derrière les murs et que je savais que ça allait être pour quelques années là. Et quand, enfin, là, c'est une question qui me vient spontanément, mais quand t'apprends ce petit incident avec ta maman, ça t'a pas replongé dans ce que tu faisais avant? Ouais, mais franchement, après, bon, je vais pas faire le mec propre, mais bon, j'ai jamais fait on faisait pas des trucs sales comme ça non plus, tu vois. Enfin, bon, tu vois, arracher le sac à main d'une vieille dame, franchement, ça nous a passé par la tête. Non, quand même. Tu vois, chacun a sa morale et tout, tu vois. Donc ça, non. Du coup, tu passes 6 ans, tu sors. Quelles sont les séquelles? Tu vois, je me dis quand même, on n'en parle pas assez de ça, je pense, mais quand tu sors de prison, donc t'as passé en tout une petite dizaine d'années. Voilà, une petite décennie. Une petite décennie, tu vois, c'est pas rien dans une vie. Quelles sont les séquelles? Je pense que c'est dur d'être objectif là-dessus. Hein. Oui, c'est certain, mais qu'est-ce que tu perçois, toi? Non, franchement, quand je sors là cette fois-là, pour le coup, non, là je sens que, bon, déjà je l'avais senti pendant ma peine, tu vois, mais je suis devenu vraiment un voyou. Je vais pas chercher à tourner autour du pot. Ça veut dire quoi, un voyou? Un voyou, c'est-à-dire que je suis un mec qui a sciemment, qui a choisi de vivre en dehors des règles de la société, de pas faire tout et n'importe quoi, mais en tous les cas, d'être prêt à transgresser pas mal de règles établies pour faire ma vie. Et donc, il y a moi, ma famille, mes potes, et voilà. À part ça, il n'y a pas grand-chose qui compte pour moi. Non, c'est vrai que quand je suis sorti de cette peine-là, j'étais quand même là pour le coup un peu fâché. Alors peut-être contre moi, tu vois, mais j'avais vraiment la sensation d'avoir perdu du temps, parce qu'effectivement, je suis tombé à 20 ans, là, je me retrouve à 30 piges. Voilà, tu vois, les gens de ma génération qui étaient restés dehors, il y en a qui étaient déjà mariés, qui commençaient à avoir des enfants et tout. Donc, mais pour le coup, voilà, j'avais pas du tout envie de réintégrer la société comme ça, la queue entre les jambes et tu vois. Donc, je me suis dit, là vraiment, j'avais envie de faire ma vie, de me donner tous les moyens et par contre de pas retourner en prison. Ça, par contre, quand je suis sorti, je me suis dit, je retourne jamais en prison. Je préférais mourir que retourner en prison. Je me dis, je vais mourir, quoi qu'il arrive, ou je ferai ce que j'ai à faire, mais je retourne pas en prison. Ça, au moins, j'ai réussi à le respecter. Je suis pas mort. Mais donc voilà, ouais. Donc quand je sors, voilà, je suis, voilà, effectivement, là, je suis
Voilà, je suis un voyou, donc dès que je sors, avant même de sortir, je vais te dire même, voilà, j'avais un peu envisagé ce que j'allais faire. Comme je t'ai dit, bon, je m'étais dit, voilà, les braquages, ça a rien C'est fini. donné. Ouais. Entre-temps, il y avait un peu cette économie souterraine dont on parle tant, euh, du trafic de shit principalement qui était en plein essor. Et je me suis dit, voilà, là, je voyais dans ce domaine-là le coup du refait, comme on dit quand on sort de prison. Tu vois. Je me suis dit, voilà, je me projetais là-dedans, donc c'est ce que j'ai fait, tu vois, sans aucun état d'âme. Voilà, même mes parents, tout ça et tout, tu vois, il y a le mal que tu leur fais, tout ça, quand ils viennent au parloir, tu te dis, ouais, c'est pas bien, et puis dès que tu Quand tu remets un pied ressors, ouais. dehors, ça y est, il y a d'autres choses qui Quand tu étais enfant, tu rêvais de quoi? C'était quoi tes rêves? Ouais, justement, ça, c'est une bonne question que je me suis posée, tu vois, justement, d'écrire dans le bouquin et tout, voir si j'avais pas vraiment, je me souviens pas d'avoir eu vraiment un truc en tête, tu vois, invariablement tout le temps. Je me rappelle un moment, avec l'école, on avait été au Louvre et tout, tu vois, donc j'avais découvert l'archéologie. Je me dis ah tiens, c'est pas mal archéologue. Hum, je pense même à un moment, j'ai voulu être motard de la police, un peu plus petit, tu vois. Mais bon, voilà, en tous les cas, à partir du collège, tout ça, je peux. Bon, mon père lui me disait ouais, tu seras ingénieur. Bon, lui, c'est un ouvrier, c'était son ambition ultime. Mais moi, voilà, je peux pas dire qu'il y avait vraiment quelque chose effectivement qui me plaisait ou qui m'animait vraiment plus que tout. Non, voilà, je me laissais vivre en fait, franchement. T'en as parlé aussi dans le livre, t'as été adopté. Ouais. Ça, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'est quelque chose que tu as su depuis petit? C'est quelque chose que tu as découvert plus tard? Comment ça s'est passé? Moi, je l'ai su, enfin, je l'ai découvert quand j'étais en âge un peu de comprendre la différence de pigmentation qu'il y avait entre ma sœur, moi et mes parents. Tu vois, mes parents, mes parents adoptifs, c'est des blancs. Tu vois, ma sœur, elle est carteronne et moi, je suis métisse. Donc, non, ils m'en ont parlé assez naturellement. Tu vois, bon, je me rappelle juste quand j'étais vraiment jeune, je disais à ma mère, tiens, je dis, mais je sais pas, mes copains, ça, ils me disent que je suis noir, que je suis. Je dis, mais non, t'es bronzé, t'es juste un peu plus bronzé, tu vois. Bon, ça, c'était quand j'étais vraiment petit. Mais quand j'étais en âge de comprendre, ils m'ont dit, puis bon, je sais pas comment dire, j'avais quand même il y avait des petits trucs, plus je grandissais, plus je recoupais, tu vois, il y avait une assistante sociale qui venait nous visiter régulièrement. Et je me rappelle qu'à chaque fois qu'elle venait dans la maison, c'était vraiment ma mère, comme on dit, mettait les petits plats dans les grands, tu vois. C'était vraiment la visite, une visite importante de l'année. Et après, j'ai découvert donc c'était cette dame-là qui les avait aidés, qui les avait accompagnés pendant tout le processus d'adoption qui a duré, je crois, presque 4-5 ans, tu vois. Donc voilà, j'avais des petits éléments que j'ai mis bout à bout, puis voilà, dès que j'étais en âge de comprendre, ils m'ont expliqué, tu vois. Après, j'ai pas, bon, sans doute j'ai refoulé, tu vois, quand j'étais petit, bon, c'était, bon, j'ai jamais essayé de trop me tourmenter avec ça, mais bon, c'est vrai que des fois, tu dis tiens, peut-être qu'un jour quelqu'un va venir, va dire voilà, c'est moi ta famille, bon. Tu les as jamais recherchés, retrouvés? Si, plus tard. Ouais, je le marque dans le bouquin, enfin, je l'écris dans le livre. Mais donc, ouais, finalement, voilà, je me suis dit, bon, ça sert à rien de me casser la tête avec ça, donc voilà, peut-être que, en même temps, c'est pour ça aussi que je suis parti dans une voie, justement, assez, comment dire, attractive, tu vois, pour éviter d'avoir trop à penser. Mais bon, c'est vrai que voilà, à l'adolescence, j'aimais pas trop sortir avec mes parents. Parce que je voulais pas qu'on me pose des questions. Ah, tes parents, ceci, cela. Ouais. Voilà, c'était pas un sujet il y avait vraiment mes copains d'enfance. Bon, ils le savaient, tu vois. Mais voilà, quand je rencontrais des gens, c'était pas le genre de truc sur lequel je me répandais, tu vois. Ouais. Et puis voilà, j'ai grandi avec ça. Et après, j'y suis revenu quand moi j'ai été père. Bien plus tard, tu vois, où effectivement j'ai lancé des recherches. Et justement, quand tu as eu ton fils, voilà, qu'est-ce que ça a changé dans tes perspectives, tu vois? Qu'est-ce que ça a changé d'avoir un enfant pour toi? Bah déjà juste voilà, par rapport à ce truc de mes origines, je me suis dit quand j'ai eu un fils, je me dis tiens, j'aimerais bien lui en dire plus parce que moi je savais que j'étais antillais, mais c'est vague, je savais pas martiniquais, guadeloupéen, je savais pas si c'était le géniteur ou la génitrice, enfin tu vois, j'avais aucune info. Donc effectivement,
la naissance de mon fils, déjà, dans un premier temps, m'a fait réfléchir un peu à ça. C'est pour ça que quelques temps après, j'ai lancé des recherches et tout, et on m'a révélé quelques informations. Donc, si tu veux, j'y reviendrai après. Et en ce qui concerne la naissance de mon fils, ouais, c'est un lieu commun, mais c'est une réalité. Bon, ça te transforme quand même, tu vois, d'avoir, voilà, le jour de l'accouchement, c'est vrai que voilà, tu prends la chair de ta chair contre toi, c'est voilà, c'est une sensation, c'est un bouleversement irréversible de ta personne. Et effectivement, ça ne pouvait que m'encourager à changer de vie, tu vois. Parce que s'il y avait bien une crainte que j'avais, et quand j'étais en prison, la chose qui me faisait vraiment le plus mal au cœur, c'est quand je voyais des amis qui étaient pères de famille, tu vois, aller au parloir rencontrer leur enfant. Je me dis, ça doit être un truc à vivre, tu vois, horrible. Donc, quand mon fils est né, déjà avant qu'il naisse, je me suis dit, bon, voilà, j'envisageais quand même de raccrocher un peu les gants, comme on dit. Et puis, malheureusement, il avait même pas 3 semaines et je me suis retrouvé en cavale. Pourquoi? Voilà, j'avais rien fait. Hein. Je sais pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais pour le coup, c'est vrai, tu vois. C'est-à-dire, comme souvent, t'as vu dans notre milieu, quand tu fréquentes des gens, que t'es vu avec des gens, bon, voilà. Pour n'importe quel truc. Il y avait des enquêtes, des gens que je voyais, tout ça et tout. Et il y avait une enquête qui concernait une personne, et comme j'ai été vu avec eux 2-3 fois, bon, à un moment, les gens se sont dit, enfin, la police notamment s'est dit, tiens, c'est Jean-Michel Correa, faut qu'on l'intercepte pour lui poser des questions. Bon, moi, depuis que j'étais sorti, je m'étais dit, voilà, plus jamais la prison et plus jamais la police de mon plein gré. Donc, dès que j'avais vent de quelque velléité que ce soit me concernant, voilà, je prenais la poudre d'escampette, comme on dit. Donc voilà, je me suis mis en cavale direct. Donc voilà, mon fils, il a 3 semaines, je suis obligé de l'abandonner. Je pars et je le revois 6 mois après. Et ta compagne, dans ce temps-là, comment ça se passe? C'est compliqué, mais en même temps, voilà, tu vois, c'est-à-dire que quand on est dans ce mode de vie, il y a une urgence en chasse une autre, en fait, tu vois, et une anxiété une autre. Donc là, l'objectif principal, c'est de pas retourner en prison. Donc, je veux dire, pour atteindre cet objectif, on est prêt, entre guillemets, tu fais des concessions. Tu vas faire beaucoup de concessions, tu vois, et bon, et la femme, la mère de mon fils, qui était la femme qui partageait ma vie à l'époque, tu vois, elle est obligatoirement dans cette même logique, tu vois. Elle va pas me dire non, mais reste, non. Alors qu'elle sait très bien que si je reste, voilà. Donc, en fait, tu mets les gens devant le fait accompli, et donc voilà, mais comme j'en parle un petit peu, d'ailleurs, il y a un chapitre que j'appelle Baby Blues, tu vois. Donc, aussi bien de mon côté, de son côté, ouais, ça va être des moments faciles, tu vois. C'est là quand justement tu devrais être en train de coucouner tranquillement, tout ça et tout, et voilà, j'étais obligé. Et comment se passe le déclic? Tu vois, parce que là, on a beaucoup parlé. Ouais, bien sûr, de trop. L'ancienne vie. Oui, bien sûr. Qui date, maintenant. Parce qui date, oui. Oui, il faut le contextualiser, là. Ton enfant, tu l'as eu en 2006. Non, en 2000. En 2000. Ouais, 2000. Moi, je suis sorti, ça fait 24 ans. Voilà, je suis sorti définitivement en 94. Et, donc voilà, donc 6 ans, 5-6 ans entre la France et l'Espagne, tu vois, parce que bon, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'était, il y a eu cette période donc de trafic. Ça, je savais pas. Ouais. Voilà, je t'ai dit, je voulais me reconvertir là-dedans. Donc dans la cité, on avait ce qu'on appelle un terrain. Donc on allait chercher, on allait se fournir en Espagne. Donc, voilà, ça a été ma vie. Voilà, quand je suis sorti jusque dans les années 2000. La naissance de mon fils, ce coup de chaleur qui est vraiment, tu vois, ne me concerne pas directement, mais auquel je suis obligé de réagir. Et puis, donc voilà, je reste comme ça encore 1 an ou 2, 2002, 2003. Et donc ces petits soucis judiciaires qu'on voulait me faire subir, voilà, s'effondrent de même, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'éléments contre moi. Et donc là, voilà, franchement, j'ai vu une porte de sortie, tu vois. Je me suis dit, bon, j'ai la chance, voilà, de pas être inquiété judiciairement. Bon, même les quelques petits trafics qu'on avait fait, bon, c'était un peu à l'étranger. Enfin voilà, il y a des prescriptions, tu vois. C'est pas comme quand tu commets un braquage où là il y a des victimes, bien sûr, tu vois.
Donc voilà, je me suis dit là, j'ai dit il y a une fenêtre et si je veux m'extraire de ce monde-là, c'est maintenant et tout de suite. C'est ici et maintenant. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et quasiment du jour au lendemain. Ça s'est fait comment ça? Ben j'avais donc un ami qui travaillait un petit peu dans le cinéma, qui s'appelait Serge, enfin qui s'appelle toujours Serge. Je viens de déjeuner avec lui d'ailleurs juste avant. Et voilà, il m'a dit écoute Jean-Mi, voilà, avec la vie un peu mouvementée que t'as eue, peut-être que tu pourrais essayer d'écrire des scénarios. Bon, il connaissait mon côté un petit peu littéraire, tu vois, que j'avais un petit peu. Il avait entendu dire que j'avais repris des études, tout ça. Bon, c'est vrai que j'étais assez à l'aise avec la langue française. Donc je me suis dit voilà, j'ai eu cette opportunité, et je me suis lancé là-dedans. Voilà, en 2003, quasiment, en courant de l'année 2003, je me suis mis à écrire. Donc au début un scénario qui s'appelait Spanish Connection. Okay. En référence. Donc voilà, j'ai commencé à travailler laborieusement de mon côté. J'avais quelques petites économies, donc voilà, j'ai changé de vie, hein, tu vois. C'est-à-dire que bon, il y avait pas mal de potes qui étaient en prison. Ceux qui étaient dehors, bon, j'étais obligé de moins les voir, tu vois, parce que tu dis justement, si tu vas te retrouver dans des histoires pour rien, ou tu vas te retrouver à devoir payer des additions que tu peux plus honorer. Donc voilà, j'ai fait quand même un petit tri. Pas un tri, mais en tous les cas, je me suis recroquevillé sur moi-même, tu vois. Voilà, et je me suis concentré sur l'écriture. Et voilà, pendant presque un an, près 2004, 2005, si je ne m'abuse. Serge me présente des gens avec qui il avait travaillé, notamment Jean-François Richet, tu vois, qui avait fait Ma cité va craquer à l'époque. Ouais. Mais vraiment à l'époque, avant cette période-là, avant les années 2000, tu vois, le cinéma, tout ça, je peux même pas dire que ça m'intéressait excessivement, tu vois, parce que justement, Serge, mon ami, nous avait invités quand il travaillait sur Ma cité va craquer et tout, bon, pas été sans plus, quoi. Tu vois. Bon, mais là, c'est du coup la nécessité de devoir faire sa vie, tu vois. Je m'y suis intéressé pour le coup, tu vois. Et voilà, pendant un an, j'ai écrit tout seul. Après, donc, je rencontre Jean-François Richet, je lui fais lire mon fameux Spanish Connection. Il me dit, ah ouais, tiens, il y a quelque chose à faire et tout. Ouais, t'écris pas mal, tout ça. Tiens, il faudrait qu'on travaille sur un truc tous les deux. Moi, lui, il voulait ramener un policier dans l'histoire, quoi, chose que moi, je n'avais pas fait spontanément, mais chose avec laquelle j'ai pas de problème non plus. Et puis bon, mais comme c'est souvent comme ça dans le milieu du cinéma, du jour au lendemain, il part parce que il y avait un film en attente aux États-Unis qui se débloque. Voilà, qui se débloque. Donc du coup, là, tac, il part. Bon, moi, je me retrouve tout seul avec mes trucs et je continue à écrire. Serge me représente un monsieur qui s'appelle Thomas Bidguin, qui est un co-scénariste, de Jacques Audiard. Je lui fais lire mes trucs. Ah ouais, c'est pas mal. Ah tiens, on pourrait en faire un truc. Ah non, on commence à se faire des petites réunions de travail, pareil. Il disparaît sur un autre projet. Bon. Mais toi, tu tiens quand même. Enfin, à ce moment-là. Je suis obligé. De toute façon, franchement, tu vois, j'ai pas. Mais tu t'as pas exploré d'autres voies. Tu t'es dit ça, je tiens à ça. Je vais dire franchement, je me suis dit ça parce que qu'est-ce que tu veux, quelles sont les autres voies que je peux explorer. Et que surtout, en fait, t'as eu des retours comme quoi t'avais quelque chose. Déjà. Donc autant rester là, toi. Et puis pour moi, tu vois, je vais dire, il faut être honnête avec le parcours que j'avais, avec le casier judiciaire, avec tout ça. Donc déjà aller travailler, enfin il y a des travaux, des travails qui ne me sont plus forcément accessibles. Après de moi-même, je pense pas que, tu vois, sans vouloir, il y a pas de saut métier, mais je pense qu'il y a des choses que j'aurais été incapable de faire, j'aurais pas eu la volonté de faire, malheureusement. Et là, effectivement, cette petite perspective-là, artistique, culturelle, tu vois, le cinéma, ça avait quand même le 7e art, la magie du 7e art, ça me parlait, c'est clair, tu vois. Donc je me suis dit, bon, je veux pas lâcher ça. Donc voilà, je suis parti dans l'écriture. Et du coup, après ces 2 défections, je me suis dit, bon, j'avais plutôt que d'écrire un long métrage, de revoir les choses à la baisse. Donc j'ai écrit un court métrage. Et avec Serge, il m'a dit, on va te trouver un petit budget, tu vas le réaliser. Donc j'ai réussi à réaliser un film que j'ai tourné dans ma cité en 2006, tu vois, qui s'appelait Les Petits, voilà, qui est sur YouTube d'ailleurs. les petits de JMC. Donc, mais c'était vraiment, voilà, c'était l'occasion d'une petite déambulation dans le quartier avec une petite tranche d'âge, tu vois, il y avait 2 garçons et une fille de 12-13 ans, Bafounet, Djibro.
et Jordan, et on les suivait un peu dans le quartier. Donc c'était l'occasion d'explorer le quartier, d'avoir des petites interactions avec les générations plus grandes et tout. Voilà, c'était vraiment voilà, histoire de, tu vois, de faire quelque chose. Donc j'ai fait ça, et c'est vrai que ça m'a donné goût. Et puis un jour, je suis dans Paris, je circule, j'évite, depuis, comme je t'ai dit que j'ai fréquenté la santé, j'évitais de passer dans ces trucs qui frôlent les murs de la santé, parce que je me suis dit ça va me porter la poisse. Et un jour, je me trompe, je sais plus d'où je pars, j'arrive dans la rue, et à l'extrémité, je vois deux silhouettes comme ça, et je me dis mais je le connais lui. Et je reconnais Jean-François Richet, qui sortait donc de la prison de la santé, et qui était venu en repérage. Il me dit ouais, je vais faire sans doute, on me propose un film sur Mesrine, je vais sans doute le faire, tout ça et tout. Je dis bah appelle-moi, je dis je peux avoir des choses et tout à dire sur le sujet. Il m'a dit oui, je t'appelle. Et finalement il l'a fait. On s'est revu 2-3 fois. Bon, on a réglé un petit problème que je laisse l'exclusivité dans le livre, dans le bouquin. Ouais. Et puis après, je lui dis, voilà, t'as pas un peu de boulot pour moi? Il m'a dit, ouais. Il me dit, bon, il était gêné. Il me dit, bon, Jean-Mi, t'as vu, t'as pas trop de qualifications, je peux te proposer un truc de chauffeur. Je dis, mais c'est très bien. C'est parfait. Ouais. Et voilà, donc, je me suis retrouvé comme ça, en 2007, un printemps, pareil, printemps 2007, on a commencé le tournage de Mesrine, qui a duré 8 ou 9 mois, tu vois. Ouais. Je me suis retrouvé à conduire, donc, Gérard Lanvin, Vincent Cassel, Samuel Le Bihan, Ludivine Sagné, Mathieu Amalric, enfin toutes les têtes du cinéma français de l'époque, quoi. Donc c'était drôle d'expérience. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a fait tenir? Parce que tu vois, effectivement, tu commences par ça. Après, il y a eu l'expérience avec le prophète. Bien sûr. Comment ça s'est passé, ça? Bah, c'était magnifique. Mais là, je veux dire, c'était la période rêvée, là. Franchement, j'étais aux anges, tu vois. J'ai galéré un peu de 2003, 2004 à 2007. Bon, quand même, tu vois, entre-temps. Le livre. Allez voir dans le livre, parce que c'est pas non plus que la voie easy, tu vois. Bien sûr. Je suis passé quand même par des déconvenues, des baisses de niveau de vie auxquelles j'aurais jamais pensé de confronter, tout ça. Mais bon, j'ai absorbé, parce que je me suis dit, bon, voilà. À un moment, si tu veux renaître de tes cendres, bah, il faut brûler tes anciennes affaires, tu vois. Donc, j'ai pas lâché, tac. Et après, c'est vrai que ça a été un peu la voie royale, Mesrine. Et donc, Thomas Bilguin, donc, que j'avais rencontré, revient vers moi en me disant que, effectivement, ils envisageaient de faire un film sur la prison avec Jacques, tout ça, qu'il aimerait bien, voilà, me présenter Jacques, qu'on puisse en parler un petit peu. Et puis là, ça a été le début, ouais, d'une collaboration, tu vois, intense, depuis l'écriture. Bon, j'étais là en tant que conseiller technique sur la prison, et puis pendant le tournage, j'étais second assistant mise en scène. Pendant la post-production, j'ai fait des trucs, et j'étais jusqu'à Cannes, jusqu'à monter les marches de Cannes avec l'équipe du film, tu vois, et c'est là-dessus que je termine le bouquin. Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Bah je caressais toujours quand même un peu l'espoir, à un moment ou un autre, comme t'as vu, j'écrivais des scénarios, donc j'aimais bien écrire. Je m'étais dit un jour je ferais un petit roman de nos aventures, ne serait-ce que comme ça, comme témoignage, tu vois, pour les potes ou mon fils. Donc à la base c'était une petite un petit projet comme ça, mais qui était pas du tout calé. Puis bon, pendant le Covid, t'as vu, comme beaucoup, je pense, il y avait du temps à occuper, donc je me suis mis là-dedans, et c'est vrai que j'ai laissé venir à moi les réminiscences, donc souvent plutôt positives, tu vois, c'est vrai que. Et puis voilà, je suis parti là-dedans, et finalement, quand je suis arrivé au début, il y avait 400-500 pages. C'était beaucoup. Je l'ai fait lire, voilà, 2-3 personnes qui m'ont dit, ah, quand même, tiens, il y a un petit truc, et de fil en aiguille, voilà. Mais c'est vrai que je peux pas te dire que, autant quand je me mets à écrire un scénario, j'espère, je fais en sorte de me dire que je vais en faire un film. Mais là, c'est vrai que ce manuscrit, je me suis dit, quoi qu'il arrive, ça sera toujours de la matière, toi même, ça peut me servir dans un autre domaine. C'était vraiment l'exercice d'écriture, là, qui m'avait motivé, puis voilà. C'est Moi, dans ce podcast, il y a une notion dont je parle souvent, celle de la traversée du désert. Un moment un peu de solitude, de questionnement profond sur soi, sur là où on veut aller, etc. Je pense qu'on a eu plein, toi, traversée du désert. Je pense qu'on en a eu beaucoup. Bien sûr. Si tu devais me donner la plus grande traversée du désert, ce serait laquelle dans ton parcours?
Je dirais c'est maintenant. Maintenant? C'est vrai? Non, quasiment. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que là, t'as vu, c'est les périodes qu'on a évoquées, c'était vraiment des périodes phases, là, Mesrine, Un prophète. Après, je refais quand même 2 autres films avec Jacques. Je fais De Rouille et d'Os où il me donne même un petit rôle. Ok. Donc, je fais Dipan où il a eu la Palme d'Or. J'étais à la mise en scène aussi. Donc oui, il y a eu une période là vraiment qui se passait bien. Après, j'ai réalisé mon film. Oui. Aussi en 2013. Tu vois, j'ai réussi à réaliser donc un film qui s'appelle Sous X. Voilà. Après, j'ai refait. On m'avait aussi donc dans ce laps de temps proposé de faire un peu l'acteur, quoi, qui n'est pas la chose que je préfère de base, tu vois. Moi, je suis venu dans le cinéma. Ouais, vraiment. Je suis venu par l'écriture. C'est vraiment écrire que j'aime bien. Réaliser, bon, là, c'est un kiff parce que t'as écrit un truc. C'est vrai que c'est le kiff ultime, franchement. Après, jouer, j'aime bien. Je peux pas dire le contraire, mais je peux pas dire que c'est quelque chose qui m'anime, que c'est une vocation. Je serais un menteur de dire ça, tu vois. Mais donc, j'ai réussi à faire Sous X. Bon, qui était sorti dans une période un peu problématique aussi des attentats de Charlie à l'époque, tu vois. Donc, je dis pas que c'est une excuse, mais on a peut-être pas aussi bien marché commercialement qu'on aurait pu le faire, tu vois. À l'époque, ma tête sur les affiches, une bande-annonce où ça tire à la calache et tout. Bon, je pense pas que ça encourageait les gens, tu vois, à aller au cinéma. Donc voilà, donc et depuis Sous X, en fait, c'est vrai que moi qui pensais pouvoir réaliser de nouveau, tu vois, j'ai pas pu le faire. Et c'est vrai que j'ai eu des petits rôles. Bon, j'ai travaillé dans un pôle d'auteur sur une série. Tu vois, je fais des petites choses, tu vois. Mais c'est vrai que je suis un petit peu frustré de pas pouvoir aller plus loin, de pas pouvoir, voilà, retrouver la posture du réal, tu vois. Et puis bon, alors maintenant, je suis satisfait, moi, entre-temps, d'avoir pu sortir En Marche, tu vois, bon, qui sort dans une période aussi géopolitique assez complexe. Bon, je crois que on fait avec. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, là, ma traversée du désert, c'était un peu ces derniers temps, je pense, la plus longue, en fait, tu vois. La plus longue. Si on excepte, bien sûr, celle où j'étais entre 4 murs, mais là, bon, oui, mais puis ça fait longtemps. Voilà, ça aussi à recontextualiser, parce que c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps dessus, mais c'était il y a plus de 20 ans. Ouais, bien sûr. Bah oui. Donc, ouais, c'était 25 ans. 25 ans. Donc, ça fait longtemps. Je vais passer rapidement sur les questions usuelles du podcast. Dans tes moments difficiles, est-ce que tu as une phrase fétiche qui t'accompagne? Un mantra que tu te répètes? Non, franchement, non, je suis pas trop, non. C'est pas comme ça? T'as pas un truc où tu te dis, ça c'est mon mantra, t'as pas un mantra préféré? Non. Non? Non, franchement, je dis Bismillah. Tu vois, mais non, je peux pas dire que. Okay. Après, j'avais une formule qui se voulait magique, mais qui remonte à l'époque de la prison, tu vois, qui était Somolo Coco. C'est-à-dire? Je sais pas d'où ça sort. C'était un truc qu'on se répétait entre les potes, tu vois, mais. Mais dans quel contexte? Mais dans tous les contextes, quand on avait quelque chose à faire, ou qu'on espérait une bonne. Ah, c'est comme un Inch'Allah. Ouais, voilà, c'était un peu un truc comme ça, une invocation pour un mantra, mais tout à fait elliptique, tu vois. Je sais pas d'où c'était sorti, mais sinon non, je suis pas, non, je me motive, voilà, sans forcément m'exprimer. Tu vas quoi. Ouais, sans forcément mettre des mots là-dessus. Ouais, non, je sais pas, ouais, c'est une question, toi, on me l'a jamais posée, donc je réfléchis, mais non, j'ai pas de processus particulier, un petit peu comme ça, mystique. Comment est-ce que tu prends soin de ta santé mentale? Ah, c'est sur la fin que les questions. Les questions sont là. Ça, c'était qu'un échauffement. Ah, d'accord, ok. C'est un échauffement. Ah, c'est une bonne question, je sais pas, c'est difficile, t'as vu. Après, j'avais la prétention, franchement, d'être fort mentalement. J'ai eu cette prétention-là, je l'ai toujours. Je pense que après, ouais, mais je te cacherai pas que, ouais, il y a des moments où on s'embarrasse soi-même, tu vois, où on a du mal à Mais je dirais que la façon de soigner de prendre soin de ma santé mentale, c'est justement de pas trop m'y attarder, en fait. C'est de passer outre. C'est de me dire, bon, ok, mais bon, allez. Quoi qu'il arrive, voilà. Et tu vois, ça, c'est un peu l'expérience de, bon,
essayer de surmonter une épreuve en se disant que de toute façon il y aurait pu y avoir pire et que bon bah de toute façon c'est comme ça, donc maintenant voilà, la situation elle est comme ça, qu'est-ce que tu peux faire, fais au mieux, regarde où tu pars. Voilà. Et ça, tu penses pas que parfois ça peut nous nuire? Non, bien sûr, hein, pleinement. Non, mais je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Non, c'est clair. Je vais pas te dire le contraire, tu vois. Voilà, je m'aperçois, tu vois. En plus, le fait d'être père aussi, tu vois, ça, je pense que ça interroge encore plus ta santé mentale. Donc, ouais, je suis pas, voilà, je vais pas te dire que je suis pas traversé pas forcément par des tourments, mais par des interrogations, par des doutes aussi, mais bon, voilà, je me laisse pas le temps d'y céder, quoi. Je me suis dit, bon, voilà, de toute façon. Quand est-ce que tu te sens le plus connecté à toi-même? Lequel, moi-même? Ah oui. Vous êtes plusieurs. Non, je rigole. J'allais dire quand j'écris, à la limite, tu vois. Ouais, c'est là vraiment où je me sens le plus à l'aise, où je me sens avoir le plus de capacité, où je me sens bien, tu vois. Voilà, non, franchement, ouais. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Qu'est-ce que serait une vie réussie pour Jean-Michel? Je te pose des questions. Ouais, non, mais non, c'est pas ça. Là, t'es en plein dans mes débats internes du moment. Donc, ouais, crois bien que je me suis posé la question souvent, tu vois. Après, moi, je pense que je suis pas forcément bien placé pour y répondre. Pourquoi? Non, parce que moi, j'ai envie de te dire que ma vie, je pense qu'il y a des moments où j'ai pu la réussir et où j'ai pu la gâcher aussi, en fait. Que revêt ce mot réussir pour toi? Ouais, ben pour moi, réussir, c'est être tranquille. Avoir une tranquillité d'esprit, mais qui recoupe plusieurs secteurs. Il y avoir une tranquillité économique, tranquillité spirituelle, tranquillité familiale. Tu vois, pour moi, réussir sa vie, c'est quand à un moment dans ta vie, tu te dis, tiens, voilà, j'ai franchi un cap, quoi qu'il arrive, voilà, moi, mes proches, on souffrira plus. Tu vois. Donc après, chacun fixe sa sa mesure où il veut, tu vois. Mais pour moi, c'est ça, réussir sa vie, c'est être un moment, voilà, être bien, savoir que bon, effectivement, que t'as plus de soucis d'argent, mais savoir que tu t'es accompli enfin que tu t'accomplis dans quelque chose, c'est important aussi, effectivement, une vie où l'oisiveté, je la conseille pas, tu vois. Moi, c'est pas du tout une vie réussie, c'est pas une vie où tu fais rien. Au contraire, c'est une vie voilà, où tu t'actives, où t'as des amis autour de toi, t'as des gens voilà, avoir réussi sa vie, c'est aussi avoir des gens qui disent de toi que t'as réussi, justement, tu vois. Je pense que c'est un peu ça. C'est mais bon, je m'interroge encore, tu vois. Et cette définition que tu as de la réussite, est-ce qu'elle a évolué dans le temps? Avant, si on repart en arrière, quand tu étais plus jeune, est-ce que la réussite, c'était ça pour toi? Franchement, tu vois, moi, je vais pas te Tu t'es dire. posé la question? Ouais, je me suis pas vraiment, je sais pas comment dire. C'est vrai que je suis pas du tout dans le schéma classique du voyou, style, ouais, nous, on veut faire le million, une fois qu'on a le million, on est bien, toi, j'étais pas dans cette optique-là, donc la réussite financière, c'est pas forcément ce qui est déterminant. Donc quand j'étais jeune, ouais, la réussite, je me suis pas posé la question. Franchement, je me suis jamais posé la question très jeune, tu vois. Parce que il y a plein de gens qui bifurquent. Moi, la première, mais moi, la réussite avant, c'était, je sais pas, j'ai monté dans les grades des entreprises et puis voilà, quoi, tu vois. Mais j'avais quand même quelque chose. Mais c'est intéressant. Ouais, non, enfin, jeune, je te dis, bon, comme j'avais pas trop de passion, pas trop de trucs, je me suis jamais vu. Voilà, après, voilà, réussir sa vie, je te dis, voilà, en fait, tu es obligé de te poser cette question quand t'entends les autres en parler, tu vois, les mecs qui disaient, ouais, si t'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que t'as pas, tu vois, bon, moi, je l'ai eu à 30 ans. C'est pour ça que, pour revenir à ta question, des fois, je me dis que ma vie, je l'ai réussi plusieurs fois, et puis, je suis reparti plusieurs fois, en fait. Je pense que c'est ça. Et je peux dire que j'ai réussi ma vie à des moments, quand j'étais dans le business, à un moment, c'est vrai que, bon, voilà, j'aurais pu vivre bien, sauf que j'étais trop bête au moment où j'aurais pu d'arrêter, donc voilà, peut-être toujours rattrapé par des trucs. Après, quand je te dis ce moment
où j'avais réussi à réaliser un film, justement, d'où je venais, tout ça, voilà. À ce moment-là, je me dis, ah, tiens, peut-être que là, je peux dire que j'ai réussi ma vie. Puis bon, bah, tu vois, mais c'est jamais fixe. Voilà, c'est jamais définitif, en tous les cas, en ce qui me concerne. Ouais, je pense que c'est pour tout. Et après, je pense que, sans doute, après, à côté de ça, voilà, t'as aussi des dimensions spirituelles, tu vois. Je te dis, c'est vrai que le bien-être des gens que t'aimes, les relations que t'as avec eux, ça joue aussi, bien sûr, sur, tu vois, bien sûr, sur la réussite ou pas de ta vie, tu vois. J'ai un oncle, donc le frère de mon père qui vit encore, qui est très âgé, mais tu vois, qui parle plus avec son fils. Tu vois, je me dis ça. Par contre, pourtant, il a réussi sa vie socialement. Il a fait un beau parcours économique. Et bon, en fin de vie, tu vois, être fâché avec tes enfants, tu vois, je me suis dit donc c'est. Mais c'est là où, moi, je pense qu'il y a une vraie différence entre la confusion principale qu'on fait, c'est la confusion entre la réussite et le succès. Bien, tout à fait, sans doute. Ouais. Tu vois, le succès, c'est ça. Le succès, c'est extérieur, c'est économiquement, etc. Mais la réussite, elle est très, très personnelle. C'est plus intérieur. Ouais, sans doute, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus de notre société? Et qu'est-ce qui te donne espoir? À l'heure actuelle, là? Je sais. Qu'est-ce qui te donne espoir? Après, bon, je vais pas faire le truc facile. Je dirais la jeunesse, quand même. Je pense que là, je vois une jeunesse émerger qui, j'espère, va réussir à balayer un peu les vieilles rancœurs ou les vieux adages, les vieilles dialectiques. Mais là, à l'heure actuelle, j'aurais plutôt envie de te dire que je suis pas très optimiste, quoi. Tu vois, dans mon bouquin, je parle des années 80, avec les premières bavures policières, l'émergence du Front National. Tu vois, et on est en 2023. C'est pire. Je me demande si c'est pas pire. Ouais. C'est-à-dire qu'à la droite du Front National, on a maintenant des zigotos, tu vois, qui viennent sur les plateaux insulter les Français en raison de leur prénom ou de leur religion. Donc là, je vais dans la totale impunité, tu vois. Donc c'est vrai que et puis bon, voilà, on va pas rentrer dans le détail de ce qu'on voit aujourd'hui dans l'actualité, mais je trouve que c'est inquiétant. Alors que bon, l'espoir, c'est vrai que il serait plutôt général quand même, parce que je pense que là, il y a des gens qui agitent des faits divers, mais c'est des minorités qui s'opposent à d'autres minorités. Mais je pense que l'ensemble des Français vivent bien quand même ensemble, se rencontrent, interagissent. Je pense que ça, c'est quand même la majorité des gens. Et je vois dans la jeunesse, justement, tu vois, je vois une diversité, un mélange qui me semble plus en osmose, mais c'est vrai que il faut balayer, je pense, une classe politico-médiatique qui pour moi nuit au pays et permet pas là justement de tirer tout le potentiel que pourrait avoir la nation française. Ça c'est. Est-ce que tu as un mot de la fin? Quelque chose que tu aimerais rajouter? Je sais pas, quelque chose que je t'ai pas posé, ou juste comment tu t'es senti durant cette conversation. Donc j'ai adoré, j'ai appris plein de trucs comme d'habitude. Franchement, je me suis senti également bien. Pas trop, j'espère, pour avoir bougé dans tous les sens. Non, on assume sa singularité. Ouais. Donc non, franchement, c'était super. C'était super, Nguer. Franchement, je suis enchanté de t'avoir connu et d'avoir participé à ton programme et. Pareillement. À une autre fois peut-être alors. Oui, certainement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. À bientôt.